Figurez-vous que le chef suivant m'a appris la patience. Et c'était pas gagné. Vous savez, cette patience dont il faut faire preuve au restaurant avant l'arrivée d'un plat, entre la commande et l'arrivée du plat. Mais c'est que chez lui, l'attente a le goût d'une terrine. Opulente, phénoménale, légendaire. Cet ancien ingénieur du gaz a tout plaqué pour se jeter dans la cuisine, au contact viril mais correct, de Yves Candebord et Philippe Etchebest, parce que figurez-vous qu'ils jouaient dans le même club de rugby. Il a donc repris le domaine familial chargé d'histoire, l'a mué en bistrot de campagne, l'a agrémenté de quelques chambres au milieu d'un immense parc bucolique. Et depuis, vous le connaissez peut-être, c'est un haut lieu des repas de famille du dimanche, un lieu où faire des bombances atomiques, une adresse qui fait monter les triglycérides au plafond aussi, et un lieu où tout est le fruit d'un travail acharné, où le partage et la gourmandise ont droit de citer, bref, un restaurant dont on sort plus vivant qu'en arrivant. Mesdames et messieurs, Sébastien Delaborde, de la cour de Rémy. Salut Sébastien, comment ça va? Salut Aitor, super, merci. Merci à toi d'être là. Bon alors, t'étais rugbyman, et ouais. c'est le rugby qui a conditionné ta carrière de cuisinier, alors tu me disais. Voilà, moi j'ai fait... Parce qu'avant ça, t'étais un ingénieur. Ouais, c'était un ingénieur, ouais. Je vendais des gaz qui fabriquaient des semi-conducteurs. Ouais. Je me reconnaissais pas trop dans le truc. C'était pas toi, quoi. Donc je vendais des hexafluorures de tungstène, du silane et des choses comme ça. Ouais. Et je m'amusais pas. Ouais. Et je passais beaucoup de temps, effectivement, au rugby le dimanche Ouais. avec Yves et d'autres copains. Avec Yves Candebord, ouais. donc l'un des grands papes de la bistronomie. C'est ça. Alors c'est pas Philippe Etchebest, c'est Christian. C'est Christian Etchebest, c'est l'autre. Et puis Thierry Breton, Thierry Fauché. Et je trouvais que leur vie me correspondait plus que la mienne, quoi. Donc une vie de gourmandise, une vie de partage, de convivialité, de fête, de bons petits coups à boire. C'est les années où j'ai rencontré Marcel Lapierre. Et donc le vin naturel. Et le vin naturel est venu de là. Voilà. Et Ça, depuis dans les années 2000. Ton club de rugby, c'était l'US Olympiade Massif Central, voilà, dans le 13e arrondissement de Paris. C'est ça. Tu leur rends hommage parce que je crois qu'ils ont fêté leur anniversaire il n'y a pas très longtemps, non? C'est le club qui m'a recruté ensuite. C'est Clamart. Clamart, ce soir, il y a les 60 ans du club. Donc, 60 ans du club. Donc d'accord, donc c'est par le rugby que tu rentres en cuisine. C'est par le rugby que je fais toutes les belles rencontres d'amitié, de partage et tout ça. Parce qu'au fond, c'est des valeurs communes. C'est ça. Entre le rugby et la cuisine. C'est ça, c'est tout seul, on peut rien faire. Sans les équipes qui sont là, on peut rien faire. Chez Omnivore, on a envie de raconter que la cuisine, c'est un sport collectif. Ouais, non, mais c'est ça, c'est le service, c'est comme un match. On se brûle, on sent pas la douleur, on se coupe, on sent pas la douleur. Et après, on se détend, on souffle, on boit une bière. Et voilà. On avance ensemble. Il y a beaucoup de valeurs communes entre le rugby et la cuisine. Bien sûr. Il y a aussi dans ton histoire, disons dans ton parcours, un rapport à l'histoire. Ton domaine, c'est un domaine qui date de 1815. C'est ça. C'était le domaine de tes ancêtres. C'est construit par la famille, oui. Construit par la famille. Alors, par un cousin du maréchal Leclerc, me disais-tu? Alors, oui, en fait, mon arrière-grand-père, c'était Philippe d'Hautecloque, qui était le cousin germain du maréchal Leclerc. Donc, maréchal Leclerc venait passer ses vacances là-bas, chasser. Et voilà, ça a été transmis de ma grand-mère à ma mère. Et quand ma mère est morte, malheureusement, mon père ne voulait plus y habiter. Et donc, c'est resté une vide pendant quelques années. Et moi, j'étais donc à Paris et je ne me voyais pas, j'aimais beaucoup ma vie parisienne, j'en ai énormément profité. Ouais. Mais je ne me voyais pas construire une famille à Paris. Moi, j'aimais chasser, j'aimais monter à cheval, j'aimais planter. J'aimais toute la vie de campagne. Ouais. Tu me disais l'autre jour, c'était une image assez puissante, assez belle. Tu disais, je rentrais chez moi en costard et j'étais malheureux. Oui, c'est vrai. Ouais. Tout à fait. Tu avais envie de jeter la cravate aux orties, quoi. C'était pas moi. Bon, je crache pas du tout sur ces 10 années de vie parisienne qui m'ont appris en tout cas ce que je voulais pas faire. Mais c'est ta vie d'avant, quoi. C'est ma vie avant. Bon, et là, j'ai trouvé ça fait 18 ans qu'on a ouvert la cour de Rémy. Ouais. Et il y a une espèce d'écosystème que tu as découvert il y a quelques années. Et voilà, je suis très épanoui dans. Qui est un endroit magnifique, un endroit qui respire aussi le vitalisme, la joie. Il faut aller déjeuner chez toi un dimanche pour comprendre ce que c'est la cour de Rémy. Mais j'imagine que vous connaissez la cour de Rémy, certains y ont déjà mangé. Les bons clients qui sont là. Bah bien sûr, évidemment. On cuisine. Alors évidemment, quand on arrive à la cour de Rémy, la première chose sur laquelle on tombe nez à nez, c'est avec cette petite merveille. Voilà. Ça, je pense qu'on peut faire des images de près de cette prodigieuse, phénoménale terrine. Voilà, donc en fait, pour l'histoire, quand Aitor m'a invité à venir sur cette scène, moi, j'avais pas du tout pensé à amener la terrine, mais il faut vraiment que tu amènes la terrine. C'est vrai que
voilà, c'est l'image de la cour de Rémy, c'est ce qu'on met en amuse-bouche pour faire patienter quand l'estomac gargouille un peu entre la prise de commande et l'entrée. C'est ce qui m'a fait apprendre la patience, vous voyez. Imaginez, vous arrivez à table, vous avez ça avec un grand couteau planté dedans. Voilà, donc le couteau est là, on va vous faire goûter pour ceux qui ne goûtent pas. Hein, les gars, vous pouvez... voilà. Ouais, on va en faire circuler dans la salle. Donc ça, c'est le pain qu'on sert à la cour de Rémy. Donc c'est un pain qu'on fait aussi, en fait, depuis 15 ans, je fais mon pain. C'est suite à un passage d'Alex Croquet, que je pense que vous connaissez tous ici. Le grand boulanger du Nord. Monsieur Ducasse, c'est le meilleur boulanger du monde. Qui est venu chez moi, qui dit Seb, c'est super, donc je me suis régalé, par contre ton pain ça va pas. Ouais. Et je prenais le pain dans la boulangerie du village d'à côté, et bon, c'est vrai que c'était pas génial. Et donc il m'a dit je vais t'apprendre à faire le pain. Et donc je lui dis, tu sais, moi j'ai qu'un vieux four gaz et tout. Il me dit, les Arabes arrivent à faire du pain dans le désert, donc tu vas réussir à faire du pain dans ton vieux four gaz. Et donc il m'a appris à faire du pain. Donc au début sans levain, et puis petit à petit après j'ai fait d'autres rencontres. Son ancien ouvrier Olivier Vendrome qui m'éclaircit beaucoup sur le pain quand j'ai un souci. Ouais. Et petit à petit on a fait notre levain. On a commencé au début je travaillais avec des farines bio, mais qui venaient d'un moulin en Alsace. Pas tout à fait cohérent. Ouais. Donc après on a c'est déjà un peu trop loin. Bio avec un moulin du coin, avec des farines locales. Et depuis un an, je travaille avec un passionné comme moi qui est un chef d'entreprise, mais qui a quelques hectares et qui plante du blé blanc des Flandres. Et donc c'est à 3 km de Vermicourt, qui moissonne sur ses congés. Génial. Et depuis un an, on fait le pain avec son blé. C'est magnifique pain, évidemment. Le pain avec la terrine, voilà. C'est un mariage parfait, quoi. Voilà, donc c'est un pain qui est bien aéré. Alvéolé, humide à cœur. Depuis ce matin, donc il est avec une belle croûte bien dorée. Voilà, sublime. Très sensuel. Et puis voilà, vous pouvez faire goûter les gars un petit peu. Allez. Vous pouvez faire goûter aussi à l'animateur sur scène, peut-être. Enfin, je pense. Il n'y a pas que le public dans la vie non plus, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc c'est encore Alex Croquet, depuis que j'ai ouvert la Cour de Rémy, je fais des rencontres tous les mois, tous les ans, avec des producteurs. Alex Croquet est un boulanger assez phénoménal. Il faut aller dans ses boutiques, une à Lille et une en dehors de Lille, j'ai oublié le nom de... À Wattignies. C'est son atelier d'ailleurs qui est à Wattignies, à Lille, la boutique. Et c'est un gars qui est passionné et en fait... Ce qui est beau dans ce métier, c'est de rencontrer des gens qui sont passionnés, et ça arrive tous les jours. D'ailleurs, il y a un autre monsieur passionné qui est là sur la droite, qui a aussi une carrière de rugbyman, même s'il n'en a jamais fait. Et tu tenais à venir avec lui. On va accueillir, on peut l'applaudir, c'est Jérôme d'Hautefeuille. Ah, la musique. Alors il faut dire que ça, c'est une petite dédicace musicale de Sébastien pour Jérôme, donc son grand producteur d'asperges. Grand copain surtout. Ouais. Grand copain, t'as tenu à venir avec lui sur scène? Ouais, en fait, pourquoi? Parce que déjà j'ai voulu venir avec Clément et Baptiste, parce que en fait, aujourd'hui, enfin c'est vrai pour tout, mais pour beaucoup de choses, mais sans l'humain, on n'est rien. C'est vrai dans le rugby, mais c'est vrai aussi en cuisine. Et puis sans les producteurs, on n'est pas grand-chose non plus. Donc c'est des... Oui. Je peux me permettre de tendre le micro? Avec plaisir. Comment ça va? Bah, ça va super. Toi, t'es le demi de mêlée de Sébastien Delaborde alors? Vu le gabarit, pas trop. Hein? Ailier coureur? Ouais, je cours plus. Bonjour, salut, on va dire bonjour à tout le monde. Bonjour. Ouais, c'est quoi ton poste alors chez Laborde? Moi, je suis dans le 15 type? Apprenti. Apprenti, d'accord. Bon, bah bienvenue. Ouais, c'est des ailiers, hein, ils sont pas les gros gabarits. Ouais, c'est des ailiers. Et Jérôme, alors en troisième ligne quand même. Salut Jérôme, viens, approche-toi, viens dans la lumière, je te tends le micro. Donc Jérôme est producteur d'asperges à Campagne-les-Édins. Il fournit d'ailleurs tous les restaurants de la Côte d'Opale, enfin tous les bons restaurants de la Côte d'Opale qui cherchent des produits frais et locaux. Et il s'est lancé dans les asperges il y a quoi, 6 ou 7 ans? Ouais, ah oui, d'accord. Il y a 6 ans, voilà, on a démarré il y a 7 ans, les premières plantations. D'accord. Donc c'était un pari, quoi. On ne savait pas trop ce que ça allait donner. Donc avec mon épouse, on a dit allez banco, on est parti. Et on a été surpris en bien de la première récolte, donc des résultats. On a été bien accompagnés par tous nos amis, justement, entre autres restaurateurs de la région. Voilà, donc c'est une belle aventure, quoi. C'est joli. Et vous vous connaissez depuis longtemps tous les deux? En fait, alors souvent nous dans le Pas-de-Calais, les agriculteurs on appelle ça des cinciers. Ouais. Les cinciers, ils ont appris. Des cinciers? C'est les manèches en basque. Un fermier, c'est manèche. Bien sûr. Nous, c'est les cinciers. C'est le patois local. Donc les cinciers, souvent, ils ont appris à nager comme ça. Ils n'aiment pas trop dépenser l'argent, ils préfèrent acheter des tracteurs. Donc c'est des gros tracteurs. D'accord. Mais sauf que Jérôme, c'est pas le cas.
Jérôme, c'est un gars... C'est un Saint-Cyr généreux, tu veux dire. Voilà, dès qu'on a ouvert le restaurant, il était là une fois par semaine avec sa femme. Ouais. Il adore les bons canons. Je crois que je t'ai fait découvrir les vins nature. Les vins nature, voilà, donc il adore les vins nature. Et il aime bien manger. Et donc lui, il a appris à nager comme ça et à donner, et à être très généreux. Et donc on s'est retrouvés, on s'est connus il y a 18 ans. Et depuis 7 ans, il fait des asperges. Mais voilà, c'est une très belle rencontre encore une fois. Magnifique. Et t'es agriculteur depuis longtemps, toi, avant de faire de l'asperge? T'as toujours été agriculteur? Quinzaine d'années. Super, génial. On cultive. Et on avait envie de retrouver avec l'asperge un côté rapport clientèle qu'on a pu maintenant dans l'agriculture conventionnelle. Ouais. Donc ça nous enchante, quoi. On redécouvre un petit peu le vrai commerce comme il devait être, quoi. Bien sûr. Puis j'imagine que tu te sens partie prenante d'une chaîne alimentaire. Enfin, c'est-à-dire que le plat, il commence d'abord chez toi. Sans toi, il n'y a pas de cuisine quand même. Voilà, alors c'est un partenariat tout compte fait. Ouais, bien sûr. C'est un duo, Sans restaurateur, on ne met pas en valeur le produit. C'est une chaîne. Donc c'est une super histoire. Vraiment très très heureux de ce point de vue-là. Bon, on est trop content de te recevoir. Tu vas cuisiner aussi une asperge de Jérôme, évidemment. Hein. Tout à fait. On a ramené les asperges. Elles sont où les asperges, les gars? Ouais. Donc on a décidé de faire un petit clin d'œil à Jérôme, même si c'est la fin de saison. Il y en a qui sont trop contents d'être venus là, au premier rang. Regarde-les. T'en as goûté, toi, Aitor? Non, mais je vais en prendre un petit bout là, regarde, je vais me faire une... Donc c'est la fin de saison, donc Jérôme nous a gardé quelques jolies asperges, des gros calibres. C'est une entrée qu'on fait en ce moment... qu'on faisait, parce que ça s'arrête, on a encore une petite livraison cette semaine. Ah ouais, ça va s'arrêter bientôt. Elles sont très ça, c'est un calibre un peu massu, ça. Voilà, c'est joli. C'est des beaux calibres. Donc on va faire une asperge rôtie avec un beurre d'orange. Alors j'aime beaucoup cette recette parce qu'en fait, il y a l'amertume de l'asperge, il y a la douceur de l'orange. Et on va la terminer avec une petite tranche de gorge de porc basse température. Ouais. J'ai une relation très très forte avec les cochons. Ouais, raconte-nous ça alors. Tu veux t'allonger ou pas pour en parler? Si tu veux. Non, si tu veux. Non, vas-y, raconte. J'ai déjà fait. Tu l'as déjà fait. Donc j'adore le cochon. Je pense que le cochon c'est très très gourmand. Ça correspond à toutes les valeurs de générosité, de convivialité, d'aubergisme aussi, on pourrait dire. Voilà, parce que je revendique ce côté d'auberge. Quand on a ouvert la cour de Rémy, en fait, on avait un constat. Quand je dis on, c'est parce que mon frère a ouvert avec moi. Il est parti après. Moi, quand j'habitais à Paris, je passais ma vie dans les bistrots, à canailler, on se régalait. Tu allais où à l'époque? C'était quoi tes plus grands souvenirs? La Régalade. Oui, la première, l'historique Régalade, qui était le restaurant légendaire d'Yves Candebord. Dans le 14e, ouais. Donc la Régalade, 90% du temps. Au lieu de la bistronomie contemporaine. Chez Thierry Breton aussi, chez Michel. Chez Michel, vers Gare du Nord, à Paris, pour ceux qui connaissent. Des moments fabuleux. Et puis après, quand on était avec les copains du rugby, c'était plus la rue de la Soif, et chez Fernand et tout ça. Oui, bien sûr. Et tu disais que tu as rencontré aussi le vin naturel à cette occasion, et donc Marcel Lapierre. Je te rappelais que Marcel Lapierre, c'est l'un des grands papes aussi de la méthode nature en Beaujolais. Ouais, c'est lui c'est le papa de toute une génération maintenant de vignerons qui font propre, c'est-à-dire sans beaucoup d'intervention, sans trop de produits chimiques, des vins qui font pas mal à la tête, on peut en boire une bouteille sans... Et qui font du bien à l'âme. Qui font du bien à l'âme, tout à fait. Ouais. Des vins vibrants. Tout à fait. Et donc je disais le cochon. Donc ma cuisine, il y a beaucoup de clins d'œil sur le cochon dans ma cuisine. Il y a toujours un plat de cochon. Et en fait, à la cour de Rémy, on vit un peu dans un écosystème, c'est-à-dire qu'on a un magnifique potager qui ne suffit pas du tout à la cuisine, mais heureusement, il y a des fermiers alentour aussi. Oui, il y a des très bons maraîchers qui font ça bien mieux que moi. Ouais. Mais j'aime bien avoir un potager parce que ça nous relie vraiment à la terre et on comprend les cycles. C'est-à-dire qu'en ce moment, il fait très sec. Les maraîchers ont du mal à sortir des légumes. C'est un peu frustrant parce qu'on est encore un petit peu sur les légumes d'hiver. Ça commence à venir un petit peu. Mais le fait d'avoir un potager et de cultiver, ça nous relie, ça nous connecte vraiment à la terre. Et on comprend mieux ce qui se passe quand nos maraîchers ont des produits. C'est une évidence. Donc on a ça. Et puis on a aussi depuis une dizaine d'années 2 ou 3 cochons un petit peu à l'écart parce qu'ils ne sont pas tout à fait déclarés. Mais ces cochons, en fait, ils ont une utilité. J'ai acheté des cochons il y a une dizaine d'années pour gérer les déchets. C'est-à-dire que j'étais frustré, et puis à la campagne, on n'est pas en ville. La campagne, le ramassage des poubelles, c'est une fois par semaine. Et je trouvais qu'on jetait beaucoup. Les retours d'assiettes, le retour de pain, les retours de... quand on fait le jus, les carcasses de volaille et tout ça. Et j'ai acheté des cochons pour ne plus jeter. Et donc, tous les jours, on a un seau dans lequel on met tous les déchets.
et qui servent à nourrir à 100% les cochons. Des poubelles biologiques, Des bien poubelles nourries biologiques. par ailleurs. Enfin, Ouais. poubelles, j'aimerais bien être nourri comme tes cochons, tu vois. On les tue quand ils font 150-200 kilos. Ah, c'est ça, Donc ouais. c'est des jolies bêtes. C'est des belles bêtes. Voilà. Et pour la Génial. petite histoire, un jour, mon fils, qui était dans ma belle famille au Canada, était en train de débarrasser la table et a demandé à mon beau-frère s'il avait des cochons. Parce qu'il avait Très compris joli. qu'il était déçu. Très joli. Voilà, donc le cochon est parti vraiment. Eh ben, intégrant allons-y sur l'asperge. Voilà, on va partir sur l'asperge. Jérôme, si tu veux te rapprocher de nous, c'est quand même ton produit qu'on est en train de cuisiner. Hein. C'est toi qui as taillé ça avec tes petits doigts quand même. Il y a un petit peu d'huile d'olive. C'est beau, hein? L'huile d'olive. C'est magnifique, hein. Regardez-moi ça, regardez-moi la taille de l'asperge. Ah ouais, la fraîcheur magnifique, hein. Elles sont brillantes, elles sont Pas d'huile sublimes. d'olive. C'est pas grave. Bon, attends. Donc on n'a pas l'huile d'olive, on va mettre une petite tranche de cochon. Une asperge comme Pour faire ça un met petit combien de temps à pousser, à arriver à bonne taille? Donc le process d'une aspergeraie, c'est une plantation en année N. D'accord. Qu'on récolte un petit peu l'année d'après. On arrive dans plein rendement 3 ans après. Ah oui, quand même. L'aspergeraie, l'asperge, c'est une plante pérenne, donc qui dure à peu près 8-9 ans. D'accord. Donc avec un pic de rendement et une diminution par la suite. Ce qui fait une asperge fraîche, évidemment, c'est l'accueil. C'est tout le travail de conservation aussi entre l'accueil et la préparation. On découvre comment on reconnaît une asperge fraîche. On regarde le pied, tout simplement. On regarde la netteté du pied, aussi le petit crissement quand on frotte les asperges les unes contre les autres. La petite résistance là. Ouais, voilà. Ouais. Voilà un petit peu les grands traits. Waouh. Cochon asperge sur une plancha à la vie, quoi. Cette odeur. Voilà, donc là en fait on a oublié la matière grasse. Ouais. Donc j'ai pris une autre matière grasse. Ça c'est la gorge de porc qu'on va Ça tombe va bien. faire. Voilà. Toujours un peu de grâce, un peu de matière grasse dans la poche. Voilà. Donc l'asperge, elle va pas tout à fait assez fort. La plancha, donc on va faire un peu différemment que ce qui était prévu. Si ça marche, ça va trop fort. Voilà. Donc on va essayer de colorer un petit peu l'asperge, comme ça. La plancha, elle est à fond là. Ouais. Allez, on va donner un petit peu de couleur comme ça. Voilà, on voit qu'elle se colore là. Au fur et à mesure. Quelques herbes. Oui, Quelques alors on est aromates. parti, on avait tout préparé, super et tout, puis on est parti, on a oublié. Donc C'est les joies de l'improvisation, ça. Voilà, les joies du direct. C'est Nicolas Pourcheresse qui m'a dépanné avec quelques herbes qu'il avait dans son Et frigo. tu les fumes en express comme ça alors. Voilà. Donc l'idée. Tu les marques un peu aux arômes. On avait du thym, on avait un peu de laurier et tout. L'idée, je sais pas si ça va marcher, c'est que ça fume effectivement. Ça les fume asperges. légèrement, ouais. Tu fais la gorge. Baptiste, il est encore là. Baptiste, tu peux venir faire le beurre d'orange pendant que. Voilà. Baptiste, on t'appelle, t'es réquisitionnaire à Orange. Je pense qu'il a fait une belle rencontre dans le public. Tu veux que je t'aide, moi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il doit être amoureux. Il faut allumer le gaz et puis. On n'a pas le droit d'allumer ce gaz, il faut que tu le fasses sur la plaque. Sur l'induction, ouais. Ça marche pas ça? Non, D'accord. raison de sécurité, pas de gaz. Regardez comme c'est beau, regarde comme ça fume là, regarde-moi ça. On sait comme ça. C'est chaud ça Pas marche? besoin de beaucoup plus. Allez. Donc ça, c'est un Ça, c'est un beurre d'orange. beurre d'orange. Donc c'est du jus d'orange qu'on va monter au beurre, dans lequel on a mis une gousse d'ail et puis un peu de piment. Voilà. Elles sont belles les asperges. Elles sont sublimes, hein. Voilà. Et donc là, Clément est en train de trancher. Ah, c'est prêt, super. Ouais. Donc ça, c'est la gorge de porc à basse température. Donc, Attends, je t'enlève ça. ce qui est génial avec la gorge de cochon, c'est que c'est quand même la partie avec les pieds, la partie qu'on ne sait pas trop utiliser à part pour faire la délicieuse terrine. Et en fait, quand tu vois ça, c'est juste magnifique. Magnifique. Donc c'est la partie la plus grasse du cochon. Donc c'est un peu compliqué de l'utiliser autrement que pour la terrine. Et c'est encore une belle rencontre que j'avais fait avec un basque, mais un basque espagnol, Ouais. qui m'avait fait goûter ça à Bilbao. Ouais. Donc ça, c'est notre jus de volaille qu'on a agrémenté d'un petit peu de sauce d'huître pour donner un petit côté un peu sucré à la gorge.
Puis une attaque un peu iodée comme ça qui lui va tellement bien. Dans la cuisine asiatique, c'est un grand mélange, exactement. Ça, cochon, huître. Je pense qu'il faut faire taper un peu le four là, parce qu'il est en marche. Ouais, parfait. Ouais, vas-y. La gorge part au four alors, et c'est juste comme ça chipsé, enfin. Tu peux en mettre une autre, pardon? Tu vas juste la faire chipser au four comme ça, voilà. Juste croustillante. On la fait pas peut-être trop pas chipsée non plus, mais elle reste pas trop chipsée. Parce que j'aime bien qu'elle entoure quand on la pose. Tu vois, que ça fasse un voile, d'accord. Tu mets ça là-dessus, c'est un régal. C'est un bonheur. Donc on a, ça marche ça ou pas? Alors il faut le faire marcher si ça marche pas. C'est ça? Un petit détail technique. Ben voilà. Si on l'allume pas, voilà. Super. Voilà, tu as coupé le beurre, c'est bon. Donc j'aime bien ce plat parce que voilà, il est très équilibré. On a l'asperge avec l'amertume, la douceur du beurre d'orange. Ouais. Le gras que j'adore, comme Michael Brown, le gras c'est la vie. Le gras c'est la vie. Le gras c'est la vie. Donc le gras de la gorge de cochon. Et on va terminer ça avec une petite sauce chimichurri pour donner une acidité. Chimichurri, rappelons, une sauce d'origine argentine. Voilà, qu'ils mettent sur les grillades. Qui mettent sur les grillades, qui est très acidulée. Voilà, c'est donc en fait des herbes. Donc nous on met de l'origan du jardin, du persil. Des cébettes, et puis c'est tout. Et qui va venir comme ça vivifier. Un peu de piment, un peu de piment, un peu d'échalote. Et qui est super pour venir casser un peu les gras, enfin venir les rafraîchir. C'est ça. Ça amène beaucoup de fraîcheur dans ce plat. Et un petit drop, qu'est-ce que tu as ramené? C'est du vinaigre, ça? Ça, c'est le vinaigre de ma copine Natou à Banyuls. Probablement le meilleur vinaigre de vin en France. Vinaigre Laguinel, voilà. Vinaigre de Banyuls. Génial. On fait monter au beurre ce petit, beurre d'orange. Pour le ramener de l'onctuosité, j'imagine aussi. Structure un peu soyeuse. Donc il n'y a plus d'huile d'olive. Et donc le chimichurri, c'est parti. Voilà, donc là elle va être pas mal de vinaigre avec pas mal d'herbes. Ouais. Non, mais c'est pas grave. Donc normalement il y a un peu d'huile d'olive. Ouais. Qui dû rester en cuisine, c'est pas très grave. Pas très grave. Le principal, c'est d'avoir l'acidité. Voilà. Ah ben voilà. Et ben voilà, elle est arrivée l'huile d'olive. Il suffisait de l'appeler. Bon bah super, l'asperge est là. Donc on va pouvoir dresser. Allons-y. Voilà, donc la gorge de porc. Attention. Ah waouh. Ah ouais, elle a pris une couleur mordorée là, incroyable. C'est bon le. Couleur de parchemin. L'autre plat que tu l'as mis à. Ouais. D'accord. Tendre. Bon, vous voyez quel genre de plaisir ça peut être un repas à la cour de Rémy, quoi. Hein, on a envie de réserver pour dimanche là, pour demain. Et puis il faut parler de ce parc magnifique. Hein, on a vu passer des images. Voilà, c'est aussi un lieu un peu hors du monde comme ça, quoi. On a énormément évolué en fait depuis les premiers jours. Ouais. C'est-à-dire que je me suis surpris au début quand je suis arrivé, parce que j'ai travaillé à la Mijan, et avec pas beaucoup de certitude d'arriver dans ma cuisine au début. Et je commandais des pommes à mon fournisseur de fruits, et j'avais des pommes sur mon pommier qui tombaient par terre et qui pourrissaient. Donc on a pris conscience petit à petit des choses qu'on avait, de la richesse qu'on avait dans le jardin, pour arriver maintenant où j'ai planté une centaine de pommiers. On fait notre jus de pomme pour les petits déjeuners, on fait plus de jus d'orange, on fait notre jus de pomme. Et puis on récolte tout ce qu'il y a. Moi quand j'étais petit, je voyais Rémy qui récoltait sur un tilleul les fleurs de tilleul pour faire ses infusions. Donc on fait la même chose. Rémy qui donne donc son nom à la cour de Rémy. Voilà, c'était le jardinier de mon arrière-grand-père qui était apiculteur. D'ailleurs, je t'ai amené un petit cadeau. Oh, sympa. N'hésitez surtout pas. Voilà. Le public aussi, n'hésitez pas. Oh, waouh. Tiens. Oh, merci, c'est adorable. C'est pour toi. Il y a un peu d'eau. Merci Sébastien. On peut l'applaudir. Voilà. Enfin, moi, je t'applaudis en tout cas. Et puis, c'est la première fois qu'on m'offre un bouquet sur scène. Je suis un peu ému. Voilà, puis un petit pot de miel. C'est trop sympa. Merci beaucoup. L'étiquette est partie, je l'ai mis en pot ce matin, c'est le miel de printemps qu'on vient de récolter. Il est d'une beauté là. Voilà, c'est un miel un peu blanc parce que c'est un petit peu de colza dedans. Ok. Mais tu vas voir, c'est un régal. Je suis ravi. Tu mettras dans ta chambre d'hôtel? Bien sûr. Tu penseras à moi. Je vais mieux dormir grâce à toi cette nuit, tu sais. Je vais faire des beaux rêves. Attends, je vais poser ça un peu derrière quand même pour avoir les mains un peu libres. Ouais, c'est adorable. Non, mais attends, tu rigoles, je suis trop content. Et on dresse les asperges.
On va dresser les Et asperges. alors, tu as parlé de l'Ami Jean, un restaurant aussi quand même culte. Là, il faut rendre hommage à Stéphane Gégaud, hein, qui est une autre grande figure. Très très passionné. Pour ceux qui connaissent, un restaurant, une sorte d'auberge de ville à Paris, où la nourriture est gargantuesque, quoi. Ouais, c'est quelqu'un. C'est l'école Camp de Borne. Hein. Il a fait l'ouverture de la Régalade. Et il a travaillé à 10 ans, de la Régalade. Avec notamment son légendaire riz au lait. Oui, qu'on a repris, que tu as goûté il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Ouais. Donc le riz au lait, c'est un des seuls desserts de la cour de Rémy qui est là toute l'année. Donc voilà. Bon, c'est pas tout à fait l'assiette qu'on aurait voulu mettre. Ouais, mais les intentions sont là. Les intentions sont là. Et puis là, on va venir mettre un petit peu le gras, comme ça, dessus. Ah ouais. Voilà. C'est magnifique, hein. Le gras. Voilà. Écoute, ça tombe très bien parce qu'après ça, on fait une petite pause déjeuner. Et tu vas manger ça, tu crois? Moi, je vais pas manger de sandwich, par exemple, tu vois. Alors, ici, c'est une cuillère. Et là, le petit chimichurri qui vient. Voilà. Voilà. C'est sublime. Gorge de porc, basse température, sauce chimichurri. Bravo. OK. On peut l'applaudir, Sébastien. Bon, pardon, excuse-moi. Qu'est-ce que ça fait alors, pardon, reviens, s'il te plaît, Jérôme. Qu'est-ce que ça fait de voir quand même, regarde ton asperge qu'elle est devenue, quoi. C'est-à-dire tu l'accueilles ce matin et ça devient ça, quoi. C'était un peu une démarche qu'on avait aussi, au final, d'ouvrir les portes des grands cuisiniers avec cette asperge. Donc c'est un vrai régal de voir nos produits travailler de la sorte. Ouais, sublimés comme ça, quoi. On s'éclate et on vient aussi en cuisine regarder ce que font nos restaurateurs. Ouais, tu m'étonnes, c'est génial. Vous pouvez faire goûter. Magnifique, magnifique. Bah, bravo à toi aussi, on peut l'applaudir, hein, parce que sans producteur, il n'y a pas de cuisine en fait. Donc là, tu t'enchaînes sur la gorge de porc, on est toujours sur la gorge. Non, mais on va faire goûter 2-3 personnes. Bah ouais, 2-3 personnes comme ça, prise au hasard. Porc, voilà, avec les doigts. Donc la gorge de porc, on appelle, comme c'est un copain espagnol qui m'a donné l'idée de le faire, le nom de la gorge en espagnol c'est papada. La papada, ouais, exactement. Un peu double menton. Quoi. Ouais. Donc on appelle ça la papada. Donc il y a quelques privilégiés qui vont pouvoir goûter la papada au premier rang. Vous allez avoir du mal au premier rang. On peut mettre un peu de chimichurri dessus d'ailleurs. Ouais, ce serait pas mal, hein, pour qu'ils aient une idée du contraste. Voilà. Il faut toujours se mettre au premier rang, hein, sur la chaîne chef d'Omnivore. Mais oui, il y a les petits malins là. Et puis après, on va terminer par un petit dessert. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire en dessert? Alors, on a fait quelque chose qui est 100% du jardin. Encore une fois, on n'a pas du tout la prétention de ne faire que des produits du jardin, mais en ce moment, on a des très jolies fraises qui sont là. Alors, il y a une petite histoire, c'est que c'est un copain qui m'a offert ses fraisiers l'année dernière. C'est un copain qui est pépiniériste et qui m'a offert ses fraisiers. Et les fraises sont magnifiques. Ouais, et puis là, elles sont en pleine splendeur. C'est la saison de la fraise bien avancée, là. C'est les plus belles fraises que j'ai jamais eues. Okay. J'ai perdu ce copain cet hiver à la chasse. Il a été percuté par un cerf. C'est pas vrai. Alors qu'il chassait à l'arc. Donc à chaque fois que je mange une de ces fraises, je pense à lui. Attends, mais on dirait une légende. Non, mais c'est un truc incroyable qui aurait jamais dû arriver. Une arriver. légende celtique. Attends, un chasseur à l'arc. Il chassait pas le cerf, il chassait le sanglier. Il chassait un sanglier son arc en forêt. Dans la Meuse et il a été percuté par un cerf. De plein fouet, quoi. C'est mon grand copain de chasse, donc voilà. Et donc à chaque fois que je mange ces fraises, je pense à lui. Donc j'ai ramené quelques fraises. C'est une mort légendaire, ça, non? C'est une mort de ce milieu triste, hein, évidemment, bien sûr. Les fraises, je ne sais pas où elles ont été rangées. Elles sont là, non? Elles sont là. Ouais, donc hommage à lui. Ah waouh, ah ouais, d'accord. Regardez la beauté de ces fraises. Tu pacos Donc là, c'est les fraises qu'on a cueillies ce matin. Regarde. Vas-y, tu peux en manger une, Isidore. Ah, celle-là, elle est pour moi, ouais. Les petites assiettes, les gars. Ah ouais. Les assiettes. Ah, elles sont exceptionnelles. Hein. Elles sont toutes fraîches. En fait, la beauté du produit, c'est la fraîcheur. C'est ce que j'adore avec les asperges. Il est parti, Jérôme? Ce que j'adore avec ces asperges, c'est qu'en fait, il les cueille le matin. On va les chercher, moi je vais les chercher vers 10-11 heures et c'est des asperges ultra fraîches. Et ces fraises? Ah, les fraises. Rapport sucre, acidité, absolument délicieux. Alors, un petit peu. Ça va vous? Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces fraises s'il en reste, si je t'en laisse quelques-unes? Alors, ces fraises, tout simplement, en fait, la cour de Rémy, c'est, comme tu l'as dit, c'est une auberge, toute simple, où on met le produit en valeur.
on prend pas de raccourci. Ouais. Il y a un écrivain français du 18e qui s'appelle Nicolas Boileau, qui a dit un truc qui me sert tous les jours, qui devrait servir à tous les artisans de France. C'est que le temps respecte peu ce qui se fait sans lui. Et en fait, c'est une école de vie, c'est-à-dire que dans les métiers d'artisanat, il ne faut pas prendre de raccourcis. Il ne faut pas dire ouais, moi je me fais pas chier. Non. Il faut se faire chier. Si on veut avoir un bon résultat, il faut faire des bons jus qui durent beaucoup de temps. Moi, j'ai pris une claque cet hiver. J'ai fait un 4 mains. J'étais invité par Damien Laforce au BRAC. Ah bah, tu vois, il arrive sur scène juste après toi, là, dans une heure. Et j'ai pris une claque avec ses jus. Et moi, j'ai toujours fait mes jus à la cour de Rémy. Mais j'ai trouvé que ces jus étaient bien plus aboutis que les miens. Et depuis cet hiver, on a beaucoup travaillé les jus. Et bon. Je sais qu'il t'adore. Il voulait même que vous fassiez une scène ensemble, mais c'était un peu compliqué pour des raisons logistiques. Et il y a une vraie parenté entre vos deux cuisines. On a beaucoup de valeurs communes, mais je pense qu'en fait, pour être mon fils, j'ai 50 ans, il a 26 ans. Il a énormément de talent. Énormément de talent. Au restaurant Le Brac à Lille, lui aussi un cuisinier, un chasseur-cueilleur. D'accord. Et à la cuisine de jus, t'as raison. Voilà, il fait des jus magnifiques. Ouais. Donc on a beaucoup travaillé nos jus, mais c'est bien parce que les jeunes, la jeune cuisine, ils nous mettent des claques de temps en temps, et c'est bien de se remettre un peu en question. Et voilà. Et donc là, on fait juste les petites fraises comme ça. Oui, je vous disais que la cour de Rémy, c'est le produit et pas beaucoup de chichi et des bonnes choses. Voilà. Donc avec on fait nos glaces. Ces fraises-là, elles n'ont pas besoin de grand-chose. Voilà. Donc on est en train de pacosser une glace qu'on a fait avec les feuilles j'ai des vieux acacias dans le parc de la cour de Rémy. Et on a cueilli des fleurs d'acacia qu'on a fait infuser dans du lait comme une crème anglaise. Et ça donne une glace acacia, c'est très léger. Donc on vient juste poser dessus une petite quenelle de glace acacia. Donc c'est très floral, très léger, sur des fraises du jardin. Alors j'avais cueilli une petite feuille d'acacia que j'ai bien sûr oubliée. C'est bon ou pas? On n'a pas besoin de... C'est un diesel. Merci. Ça marche, ça monte? Ouais, mais nous on a un vieux pacojet, on n'est pas. Le pacojet c'est génial quand même comme outil, non? C'est génial. Tu fais des glaces minutes comme ça c'est fabuleux. À peu près tout? Voilà. Une glace d'acacia, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dimension poétique de la chose. Et j'aime bien laisser les queues des fraises, je trouve ça très joli. Ouais. Ça me plaît pas trop celle-là. Oula, il est... Allez. Voilà. Ah ouais, en semi-freddo comme ça, elle est un peu coulante la glace, un peu onctueuse. Ouais, elle est un peu... Voilà. Donc c'est tout. Donc, normalement, il y a une petite feuille d'acacia qui vient surplomber ça. C'est magnifique. Voilà. Merci. C'est émouvant de simplicité et d'évidence. Bon, alors évidemment, qu'est-ce qui va se passer? C'est que moi, je vais goûter. Est-ce que ça, c'est propre? Tout ça, c'est propre. D'accord. On fait de voir. Donc en fait, au fil des années, on apprend à s'émerveiller des petites choses qu'on a dans le jardin. Ouais. Là, c'est les... Ouais, t'es pas obligé de manger la queue. Là, c'est de la fleur d'acacia, mais il y a tellement de choses dans le jardin. Là, on a ramassé avec ma fille hier de la camomille pour faire des infusions. Ouais. En fait, bon, on est entouré de... C'est un écosystème, on est entouré de plein de merveilleuses choses. Il faut savoir savoir les regarder et savoir les cueillir. Tu sais ce que disait Flaubert? Une chose devient intéressante dès qu'on sait la regarder assez longtemps. C'est ça. Et c'est ce que tu disais, il faut laisser le temps au temps et on ne peut pas le forcer. Laisser le temps au temps et puis regarder ce qu'il y a devant nous. C'est quelque chose qui est... Nous, on a beaucoup de chance, on a 15 hectares. Ouais. 15 hectares, et tout pousse, on a de la très bonne terre, on a une région où la terre est très riche. Et dès qu'on plante quelque chose, ça pousse. Bon, en ce moment, c'est un petit peu sec. Mais voilà, on prend beaucoup de plaisir. Ouais, et donc tu es aubergiste, ce qui veut dire que tu accueilles aussi chez toi, il y a des chambres. Voilà, on a 10 chambres d'hôtel qui sont dans les bâtiments de ferme de la cour de Rémy. Ouais, dans les corps de ferme. On a donc ces cochons, on a des poules, on a des chevaux, on a des abeilles, j'ai 16 ruches. Donc le miel que je t'ai offert, ça vient de mes ruches, dont je m'occupe personnellement, c'est pas un apiculteur qui vient. Ouais, je l'ai dit dans mon intro, mais ça vraiment, j'insiste là-dessus, c'est le fruit d'un travail acharné. Ouais, c'est un travail de passion aussi. C'est pas un effort. Ouais, c'est dur, mais c'est pas un effort. Tu prends des vacances un peu de temps en temps ou pas? L'hiver, mais pas en ce moment. Mais t'aimes les vacances? J'aime bien ma famille, donc j'aime les vacances. Ouais, d'accord. Mais par exemple, le levain,
Ouais. Le vin, quand on part en vacances, c'est un souci. C'est-à-dire que c'est comme un animal domestique, c'est ça? C'est à qui laisser le chat, quoi. Il m'est arrivé de partir en vacances avec le levain. Parce qu'en fait, la fois d'avant, je l'avais confié pendant les vacances de février à mon jardinier. Je lui avais expliqué comment nourrir le levain jour après jour. Mais la seule chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est que comme on était fermé, la cuisine était à 8 degrés. Et donc le levain ne vivait pas. Et donc, quand je suis rentré, le levain était tout plat, presque mort. J'ai réussi à le sauver. Mais ça veut dire qu'il faut mettre beaucoup d'amour. Il faudrait des centres de loisirs pour le vin. C'est ça. On les laisserait, on pourra venir les chercher et tout. Des garderies. Des garderies pour le vin. Et maintenant, Clément, qui part pas en vacances, qui part jamais en vacances, s'occupe de mon levain. Ah, c'est toi qui nourris le levain? Tu restes pour nourrir le levain? Est-ce qu'il a un petit nom, ce levain? Vous l'avez baptisé ou pas? Non, on l'a pas baptisé, non. Ok, c'est le vin, quoi. On va peut-être l'appeler Aitor. Ah bah écoutez, c'est un vrai honneur. Hein. Alors il y a le vin, puis il y a le levain, et puis il y a le vin. Peut-être on peut en dire deux mots, parce que quand on arrive chez toi, il y a des affiches vineuses. J'ai le souvenir d'une affiche du domaine Plageol, notamment. Plageol, La Pierre, et puis Michel Tolmer qui m'a fait un joli cadeau un jour aussi. Michel Tolmer qui est le dessinateur-illustrateur attitré de la mouvance du vin nature. Qu'est-ce que tu as rentré de ces derniers temps qui t'a enthousiasmé en vin nature? J'ai une passion pour Claude Courtois. Immense vigneron dans la région d'Orléans. Voilà, Sologne, près de Sologne, le pape du Romorantin. En Sologne, c'est ça. C'est parce qu'en fait, le vin nature, c'est génial, mais il y a beaucoup de vins qui sont déviants. Où il y a certains côtés d'acidité volatile qui ne sont pas très gênants, tout quand c'est un petit peu. Non, mais rappelons sur cette scène que vin nature ne veut pas dire vin déviant. Il y a des vins nature magnifiquement précis, droits. Et c'est pour ça que j'en veux parler de Claude Courtois. Et il en fait partie. Qui, lui, tous ses vins sont carrés, il n'y a jamais un défaut dessus. Bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour lui, parce qu'il a 70 ans, il est un petit peu au bout, mais il a lutté pendant des années pour faire son vin nature. Et son vin est reconnu partout dans le monde. Il est sur les plus belles tables de la région. Il y en a bien sûr chez Alex Gauthier à la Cour Les Cailloux du Paradis. Hein. Voilà, les Cailloux du Paradis. Et ses deux fils font du vin aussi d'ailleurs. Donc Étienne a repris le domaine. Ouais. Donc Claude maintenant ne fait plus que des monocuvées. Parce qu'il a planté des cépages interdits. Il a failli aller en prison pour ça. Il y a de la Syrah en Sologne. À l'époque, il n'avait pas le droit. Il a qu'est-ce qu'il a? Il a du Romorantin, on sait, il a le droit, en monocépage, et du Pinot Noir. Qui est donc qui sont extraordinaires, qui font pâlir beaucoup de bourguignons dans les dégustations à l'aveugle. Et voilà. Et Étienne s'occupe maintenant du domaine Les Cailloux du Paradis, et Julien, son autre fils, a son domaine à lui à 300 mètres à vol d'oiseau. Génial. Donc tout ça, ça crée des lignages, des parentés entre producteurs, vignerons, un restaurant comme celui-là, qui est la caisse de résonance au fond de ce que font tous ces gens-là. C'est ça. Et puis pour moi, c'était hyper important d'arriver dans mon auberge à la Cour de Rémy et d'avoir un choix de vin à des prix assez... on essaie de faire des petits coefs sur le vin. Ouais, t'as des prix tout à fait abordables. On n'a quasiment pas de demi-bouteilles parce que les demi-bouteilles, le verre coûte cher, les bouchons coûtent cher, le transport coûte cher. Donc on propose aux gens de partir avec leurs bouteilles et on a un choix de toutes les régions de France. Le Jura, c'est comme ça. Magnifique. Beaucoup de bons canons à boire à la Cour de Rémy. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est aussi ça, la cuisine d'auberge. C'est aussi un endroit où boire des beaux canons. Bon, vous l'avez vu, hein, une cuisine de travail, une cuisine de produits, une cuisine rurale, simple et merveilleuse. Et comme je disais, quand on sort de la Cour de Rémy, on en sort un petit peu plus vivant que quand on était arrivé. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous accueillir il y a un mois et demi avec tous tes copains. Avec la famille, on était venus avec la famille. Et puis bon, peut-être dire deux mots aussi sur le fait que ça fait un moment que tu es un compagnon de route d'omnivore. Oui, j'en parlais avec peut-être, disons aussi au public, je ne sais pas s'il le sait, cette année, c'est l'année des 20 ans d'Omnivore. C'est un anniversaire, une date importante. Et nous, Luc, très gentiment, Luc Dubanchet, qui a créé Omnivore, sous les conseils, parce que je crois que c'était Alex Gauthier qui lui avait soufflé dans l'oreille qu'on venait d'ouvrir, nous avait envoyé Andrea Petrini, qui est un grand critique gastronomique italien, et qui était arrivé à la Cour de Rémy en 2006. C'est la première année d'ouverture. On a ouvert en 2005, mais c'était pendant l'hiver 2005. Et on s'est super bien entendu avec Andrea, qui connaît vraiment le produit, et qui s'émerveille de choses simples comme on sait faire. Qui a été charmé tout de suite. Et on a eu un très bel article dans le carnet de route de 2006 ou 2007. Donc, ça fait 18 ans. Un vieux de la vieille de la jeune cuisine, si j'ose dire. Voilà. Sébastien, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et on retournera toujours à la Cour de Rémy parce que c'est un endroit phénoménal. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve après une pause déjeuner pour une scène avec Damien Laforce, le fils spirituel de Sébastien. Merci beaucoup et à tout à l'heure.